Jean-Luc Vandened, bonjour. Bonjour. Bonne année, bonne Eh bien santé. oui, bonne année, absolument. Bonne année, bonne santé, bonne navigation, etc., etc. Merci infiniment de nous accueillir ce soir chez toi, à la Chaume, au Sable d'Olonne. Je voulais te voir. D'abord, on va parler de plusieurs choses. D'abord, je voudrais savoir si toi, tu as une idée de quand les prochains pourraient arriver. Je voudrais parler de la remontée de l'Atlantique. Mais d'abord, parlons iceberg, parce que c'est un peu la nouvelle du jour aujourd'hui. 3 des marins de ce Vendée Globe ont été assez proches d'iceberg, suffisamment proches pour les voir et pour s'en inquiéter. Toi, je me rappelle que tu as une photo des icebergs dans le premier Vendée Globe. Qu'est-ce que ça fait quand on est seul, si loin, et qu'on voit un iceberg? Ah ben c'est tout à fait étrange. Moi, au premier Vendée Globe, je revenais d'une manœuvre et j'ai vu plein de petits morceaux de glace dans l'eau, exactement comme si on... les petits glaçons qu'on met dans le whisky, quoi. Des Oui. petits glaçons grands comme ça, qui flottaient. Je dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, j'ai vu sur la gauche un nuage blanc qui était bizarre. En réalité, ce n'était pas un nuage, c'était un très gros iceberg. Et ça a été le premier que j'ai vu. Mais ensuite, ça a été très angoissant parce que j'ai eu l'impression de rentrer dans une espèce de baie d'où je ne pourrais pas sortir parce que c'était entouré d'icebergs. Et je me suis dit, mais faut pas que je rentre là-dedans. Donc j'ai commencé à prendre des riz, j'ai commencé à diminuer les voiles, et en réalité, je me suis aperçu que les icebergs étaient en quinconce comme ça, et qu'on pouvait passer entre deux icebergs. Donc en plus j'avais un bateau en alu à ce moment-là, et donc j'ai pu passer entre deux blocs, sauf qu'après, il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, j'étais descendu très bas, j'étais à 162 sud. Mais à cette époque-là, d'abord, on ne savait pas qu'il y avait plein d'icebergs comme ça. Et puis ensuite, on n'imaginait pas qu'il y en avait tant que ça. Et en solitaire, c'est terrible. Moi, j'avais pas de radar. On découvrait, quoi. Hein. On découvrait le premier Vendée Globe, on découvrait tous. Et Titouan, après, moi j'étais en deuxième position à ce moment-là, et Titouan, après, me donnait les positions des icebergs qu'il voyait devant moi. Et quand tu finis par aller t'endormir, parce qu'il faut bien dormir à un moment ou à un autre, ben c'est un peu angoissant, ouais. C'est exactement ce qu'il disait, je crois, Éric Bellion. Quand il a eu l'alerte de la direction de course, Ouais. il a dit exactement la même chose. Quand il faut aller se C'est la coucher société avec Argos ça. qui prévient la direction de course qu'ils ont repéré sur les images satellites ce qui pourrait être des icebergs. Et ça a été bien confirmé parce que quand ils voient la tâche plusieurs jours de suite, ou à plusieurs passages du satellite, c'est bien qu'il y a quelque chose qui est à cet endroit-là. Et donc, c'est des spécialistes qui font ça. C'est CLS Argos. Et heureusement qu'il y a ces gens-là aujourd'hui. Mais Jean-Luc, en fait, le risque pour eux, pour toi aussi à l'époque, c'est carrément de mourir parce que l'eau est tellement froide que même s'il y avait des bateaux à proximité, le temps qu'ils Ah non, arrivent. mais alors, il y a deux types d'icebergs. Il y a les growlers, qui sont des petits blocs de glace. Rentrer dans un growler, c'est abîmer son bateau. C'est casser un foil, casser un safran, c'est abîmer le bateau. Mais on peut éventuellement s'en sortir. Par contre, rentrer dans un iceberg, hein, les grands blocs, les grands tabulaires qui font 100 mètres de long, 200 mètres de long, 500 mètres de long ou plus, ah ben là, c'est une falaise verticale. Donc Ouais. le mec, il est mort. Le bateau est mort et le mec est mort. Alors c'est sûr que c'est angoissant, quoi. Hein. Et alors, heureusement, ils ont tous des radars. Heureusement, si c'est un grand tabulaire, normalement, ils le voient au radar. C'est les growlers qui ne voient pas au radar. Et puis, ce qu'il y a aussi avec les bateaux aujourd'hui, c'est que les bateaux en carbone sont extrêmement fins. La coque est quand même. Oui, enfin, au deuxième Vendée Globe, on avait des bateaux qui étaient déjà très fins. Hein. Ah oui. Ma peau extérieure, moi, faisait 2 mm. C'est pas... Ah oui, déjà? Eh ben, bien sûr, parce que c'était du sandwich. Donc, il y avait une peau extérieure, de la mousse, divinicelle, et une peau intérieure. Et c'est le collage des trois qui assure la solidité. Ça s'appelle un sandwich parce que c'est comme deux tranches de pain avec une tranche de jambon, quoi. Hein. La mousse,
c'est la tranche de jambon, et les 2 tartines de pain, c'est la coque extérieure, la coque intérieure. Et déjà, à l'époque, on commençait à fabriquer des bateaux comme ça, pour être plus léger. Mais comment tu te dis, Jean-Luc, quand on est quelqu'un de normal, enfin de la Terre comme moi, quand tu es là, tu vois l'iceberg, tu sais qu'il y a un risque de mort, tu ne penses jamais à ça parce que toi, tu as chaviré plein de fois, Ah tu si, as fait si, plein de si. tours du monde. Quand on voit comme moi dans le premier Vendée Globe, si, là tu balises. Hein. Alors d'abord, c'est très beau un iceberg. C'est des couleurs qui sont tout à fait bizarres, qui sont difficilement descriptibles. C'est pas transparent, c'est un espèce de bleu, blanc-bleu. Enfin, c'est très très difficile s'il fallait colorier un iceberg sur un livre de coloriage, je sais pas très bien ce que je prendrais comme crayon, quoi. Et donc c'est très beau, on est content d'en voir un. Heureusement, dans la zone où ils sont, il n'y en a pas non plus 3 tonnes, hein, ils sont pas assez bas pour que... Mais c'est vrai que c'est angoissant. Hein. Alors, ce qui est angoissant aussi pour nous de les attendre, c'est la remontée de l'Atlantique. Je passe sans transition au sujet suivant. Et je parle d'abord de cela avant de les arriver, parce que je me rappelle dans la Golden Globe Race, je n'arrête pas de rappeler ton tour du monde que j'ai suivi, mais c'est aussi parce que tu es arrivé au Sable en janvier, le 29 janvier. Et, ah oui et qu'à ce moment-là, là, à janvier, tu étais un peu plus loin que les skippers d'aujourd'hui, mais tu étais en train de remonter toi aussi l'Atlantique il y a quelques années. Et je me rappelle, cet après-midi, tu étais avec un journaliste de France 2. Moi, je pensais qu'une fois qu'on a passé le Cap Horn, les mers du Sud, l'horreur, etc., on rentre dans l'Atlantique, on est à la maison, quoi. Et toi, tu disais aux journalistes France 2, ah non, mais pas du tout. Moi, j'ai toujours détesté la remontée de l'Atlantique. Je supporte pas ça, c'est super long. C'est très long, oui. Parce que justement, surtout les premières éditions, on a l'impression qu'on a passé le Cap Horn, comme toi, et puis ça y est, quoi. Le reste, c'est un jeu, c'est l'Atlantique, on connaît, etc. Sauf que c'est très long. Et ça peut être très long. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les vitesses. Hein. À 19h, Charlie Dalin, il est à quoi? 5 nœuds 1. Johan Richaum, il est à 4 nœuds 1. Et en plus, il fait route à l'est, à 88 degrés, alors qu'il veut monter dans le nord. Et donc, c'est long. Et le petit temps comme ça, faut pas croire que c'est beaucoup plus facile que du gros temps. Quand ils étaient devant leur front là, qui déboulait à 25 nœuds, au moins ils avançaient. Mais là, ben, ils avancent pas, ils essayent de régler le bateau dans les petits airs, de grignoter les mètres, mètre par mètre. Et quand tu vois la distance qu'il y a à faire, quand tu vois la météo qui les attend, ben, tu te dis que c'est pas si facile que ça. Et c'est très long. Et ça doit être une sacrée pression parce que les deux premiers sont si près l'un de l'autre, ont tellement envie tous les deux de gagner. Ah ben évidemment. Bon, ça c'est une autre histoire. Quand est-ce que tu penses, toi, c'est peut-être encore un peu tôt, mais tu dirais quoi pour les premières arrivées avec la météo? Ah ben moi je pense que ils seront là entre le 15 et le 18, quoi. Hein, mais c'est très très dur à dire parce que si ça continue à 5 nœuds comme ça, ils sont pas près d'arriver. Hein. Normalement, là où est Charlie, il devrait déjà avoir touché les alizés de sud-est. Et il les a pas touchés, hein. Sinon il ne serait pas à 5 nœuds. Hein. Est-ce que c'est une question que j'ai posée à plein de marins qui ne l'ont pas remarqué, donc c'est peut-être juste moi, depuis les Sables d'Olonne, je vois ça, dans les dernières courses par rapport à d'autres Vendée Globe avant, mais là, pas seulement Vendée Globe, mais aussi les courses de Don McIntyre, la Gère, le Gers, j'ai l'impression que les alizés ne sont plus jamais là où ils devraient être. On dit ça. Non, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. C'est toujours. La météo, c'est pas une science exacte. Et donc, ça se déplace, ça se grossit, ça se rétracte. C'est comme le poteau noir. Hein. Des fois, il y en a, des fois, il y en a pas. C'est comme un cœur qui bat. Des fois, il est très large. Des fois, il est beaucoup plus étroit. Des fois, les gens le sentent à peine. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Ça a toujours été comme ça. L'Atlantique, c'est pas du tout le système météo qu'il y a dans le sud, où là, c'est franc. C'est-à-dire, il y a une dépression qui arrive, il faut absolument être dans le sud de la dépression pour avoir du portant, parce que ça tourne dans ce sens-là. Et
alors, dans ce sens-là, hein, parce que je risque sur la télé. je risque de faire tourner ça dans le mauvais sens. Et donc, on reste au sud de la dépression. Après, bah, la dépression, elle passe, le front est passé, le vent a basculé sud-ouest, et puis ensuite, il y a une petite période de calme, et puis la dépression suivante, elle arrive. Donc, c'est une espèce de succession qu'on connaît, qu'on attend, et qui est franche. Là, c'est pas franc du tout. Là, c'est pas franc du tout. D'ailleurs, il y en a qui l'ont dit, ils savent pas où aller. Ils savent pas où aller. Et ils ont les mêmes logiciels de routage. Il n'y a qu'à regarder où est Sébastien Simon et où sont Charlie Dalin et Yoann Richaume. Lui, il est tout près de la côte et les deux autres sont beaucoup plus au large. À un moment même, je craignais qu'ils soient obligés de faire comme j'ai été obligé de faire. C'est-à-dire, moi, je remontais au niveau de l'Atlantique Sud et je suis arrivé, je me suis cogné dans Rio. Il a fallu que je tire un bord vers l'est pour me dégager de Rio de Janeiro. Et c'est parce que bah, le vent, il était comme ça, quoi. On pourrait t'écouter des heures, Jean-Luc, mais je vais arrêter parce qu'il est tard, c'est le soir, c'est le début d'année. Merci infiniment encore une fois. Belle et heureuse année. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter cette année, en 2025? Ah ben, eh ben écoute, qu'est-ce qu'il faut me souhaiter? De tenir une bonne santé. C'est toujours quand même ça qui détermine la vie des gens. C'est la santé. Et si j'ai la santé, je m'occupe du reste. D'autant plus que cette année, tu vas passer un super cap. Un cap que tu n'as pas encore passé. On en parlera plus tard. On n'en parle pas de celui-là. J'ai remarqué, en revanche, tu as lu sans lunettes. Comment? Tu as lu sans lunettes sur l'iPad. Bah oui. Tu n'as pas de lunettes? Non. Bah, bravo. Voilà. Merci. J'arrive à lire Charlie Dalin, Massif Santé Performance. Oui, mais tu m'as dit 4 nœuds, 5 nœuds, donc tu vois quand même ce que je peux dire. Oui. Merci Jean-Luc, à bientôt. Allez, à bientôt. Il lui reste...